Rare avait conquis le cœur des fans Nintendo grâce à Donkey Kong Country sur Super Nintendo. On les attendait donc au tournant pour leur premier platformer 3D. Et cette fois-ci, ils ont pas repris un héros déjà célèbre, ils ont créé une nouvelle licence de toutes pièces, Banjo-Kazooie. 2 ans après la sortie de Super Mario 64, il devenait aux yeux des joueurs une nouvelle référence de la plateforme 3D, qui avait même réussi à surpasser son modèle grâce à ses mondes encore plus grands, son identité visuelle et sonore unique, son humour, son gameplay riche et bien plus précis. Mais sans nostalgie, ça vaut quoi aujourd'hui ? Ce qui saute aux yeux, mis à part la charmante personnalité qu'a le jeu dès les premières cinématiques, c'est à quel point les déplacements n'ont pas vieilli. Pas de demi-tour lourd à la Mario 64, pas d'accélération progressive, et regardez la différence de temps pour se relever après une glissade entre Mario et Banjo. Banjo a finalement une jouabilité très moderne, similaire à ce qu'on pourrait retrouver dans un jeu récent. Avec un joystick original 64 on dirait peut-être pas, mais avec une meilleure manette, l'illusion est parfaite. La première zone est bien conçue pour t'apprendre progressivement les premiers mouvements qui font l'originalité du duo, composé de l'ours Banjo et de Kazooie, l'oiseau dans son cartable. Le décor est posé, vous pouvez maintenant pénétrer dans le premier monde. Et là, vous serez peut-être surpris par le nombre d'objets collectables sur votre route. D'abord, des notes de musique, ok, puis des pièces de puzzle, passe encore, puis des crânes cachés, et des œufs, et des bêtes moches de plusieurs couleurs, et des plumes rouges, des plumes dorées, non mais là, stop! Ça donne un côté surchargé au niveau qu'on doit explorer de fond en comble à un rythme assez lent pour être sûr de rien louper. Le premier niveau ça peut aller, mais l'idée de se taper des fouilles de plus en plus grandes à chaque nouveau monde que tu déverrouilles, ça va finir par lasser la majorité des gamers qui le découvriront aujourd'hui, je vous le dis. Je sais que beaucoup de gens ont pas trop aimé le concept de Super Mario Odyssey avec ses trop nombreuses lunes et pièces à collecter, mais en vrai c'est le jeu qui le fait le mieux. T'es même pas obligé de ramasser un tiers de ce que tu trouves sur ton chemin pour continuer de progresser. Ce qui fait que le rythme est toujours bon dans Odyssey, vu que t'as la liberté de le savourer comme tu l'entends. On en est très loin dans Banjo. Plus qu'un jeu de plateforme, c'est surtout un immense collectathon. Et les collectatons, c'est pas ce qui vieillit le mieux, parce que ça donne pas du frisson et de la dopamine directe manette en main. Le plaisir, il est dans le fait de voir des chiffres grandir, et de partir en exploration, mais vous avez tous joué à de bien meilleurs jeux d'exploration sortis entre temps. Yooka-Laylee n'en fait bien sûr pas du tout partie. D'ailleurs, il y a vraiment des logiques d'un autre temps dans Banjo-Kazooie. Disons que pour ouvrir une porte, tu as besoin de 80 notes de musique, or tu n'en as que 78, tu décides donc de retourner dans le niveau que tu as déjà fait. Il ne suffira pas de récupérer les 2 notes manquantes parmi celles que tu n'avais pas prises la première fois. Non, il faudra de nouveau en récupérer 80, puisque le jeu ne sauvegarde que ton meilleur score de notes à chaque visite de niveau. C'est très frustrant de fouiller de fond en comble un niveau dans lequel tu vas finir par perdre toutes tes vies à cause d'un ennemi que tu comprends pas, pour devoir ensuite réitérer tout le fouillage une deuxième fois parce que tu n'avais pas trouvé assez de notes. Et puis si c'est votre première fois, vous allez vous perdre dans les mondes, et même dans le hub central. C'est pas toujours évident où est-ce qu'il faut aller pour progresser. Moi, il y a toujours au moins une fois par an que je trouve un prétexte pour rebrancher ma 64, et à chaque fois que je rejoue à Banjo, je comprends de mieux en mieux ses logiques de progression et la construction de ses niveaux. Donc finalement, c'est un jeu que j'arrive à apprécier de plus en plus avec le temps. Mais tout le monde n'a pas ma patience. D'ailleurs, si vous aviez prévu d'y rejouer après une grande pause, je vous conseille carrément de recommencer le jeu. Les différentes combinaisons de boutons à retenir pour les mouvements déverrouillables s'oublient très vite, de même que ton taux de complétion de chaque monde. Reprendre le train en marche, c'est pas évident, alors je vous suggère un nouveau départ. Et c'est à chacun de ces départs que j'ai trouvé le jeu meilleur, que je réalisais que finalement, malgré tous les collectables, il n'y avait que 2 choses à garder en tête. Les pièces de puzzle et les notes de musique. Le reste tu peux l'ignorer si tu vises pas le 100%. En gros, les pièces de puzzle, c'est comme les étoiles de Super Mario 64. Elles sont utiles pour déverrouiller de nouveaux mondes. Pour en choper, il faut accomplir une mission, un objectif important. Mais une fois que t'en as récupéré une, le jeu te force pas à quitter le niveau contrairement à Mario 64. Tu peux continuer ton exploration. Et les notes de musique, il y en a un peu partout, comme les pièces violettes dans Mario Odyssey. Faut en avoir plein pour ouvrir des portes. C'est le prétexte pour faire le tour complet d'un monde. Je dis pas que c'est génial non plus, mais si t'ignores tous les autres collectables,
tu finiras le niveau plus vite et tu pourras quand même progresser dans le jeu seulement grâce à ces deux devises, les pièces de puzzle et les notes de musique. Les environnements font moyennement grand aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment parmi ce qui se faisait de plus vaste. Rien que ça pouvait être un argument de vente. Et c'est sans doute grâce à sa technique aussi qu'il a marqué autant de gens. Mais ça vous est arrivé de retourner dans le quartier de votre enfance, d'aller dans le parc et réaliser que certaines choses qui vous semblaient gigantesques et impressionnantes quand vous étiez gamin ont finalement l'air minuscules une fois adulte. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que Banjo-Kazooie ne sera jamais plus aussi marquant qu'il ne l'a été en 98. Heureusement, il n'a pas que ça. Je vous ai dit, le jeu a de la personnalité, et c'est en grande partie grâce à la variété de ses personnages et son humour, qui lui, j'ai pas honte de le dire, est resté intact. On n'est pas là à se fendre la gueule non plus à chaque dialogue, mais ces légères touches d'humour enfantin ne sonnent pas forcées, contrairement à plein d'autres jeux de plateforme qui essayent d'être drôles. Là, c'est beaucoup plus habile. Sinon, au rayon des détails pénibles, comme d'hab, la caméra est inversée. Mais pas sur Xbox. D'ailleurs, c'est marrant qu'un portage Xbox Live Arcade de la 360 soit un meilleur portage que Super Mario 64 sur Switch en 2020. Si tu joues à Banjo-Kazooie sur Xbox, grâce à Rare Replay par exemple, tu as une vraie caméra analogique fluide et pas juste des tranches de rotation de 45 degrés. Et puis surtout, le jeu est en 16 neuvième, alors que Nintendo est incapable de l'offrir pour un jeu 64 sur Super Mario 3D All Stars. Pour rester dans la comparaison, comme je vous le disais plus tôt, le gameplay de Banjo est bien plus riche que celui de Mario. Rien que le fait qu'il y ait un double saut et que Kazooie serve de paravoile en quelque sorte, ça rend les balades dans les mondes bien plus agréables. Mais au final, Mario 64 reste quand même plus simple à apprécier. Tu rentres dans un niveau, tu te fais une étoile, et point, tu t'es amusé un temps. Tu peux en faire une deuxième, ou faire une pause, tu pourras y retourner facilement. Banjo-Kazooie, de son côté, est bien plus brouillon. Et passé la découverte du début, il est plus vraiment très amusant. Il y a une lassitude générale qui s'installe à faire un peu tout le temps le même genre d'action. Et arrivé à ce stade, il a plus grand chose à t'apporter dans ta culture vidéoludique. C'est à ce moment-là, selon moi, qu'il est préférable de le lâcher, et de passer à un autre jeu. Ça sert à rien de continuer de se forcer quand le fun n'est plus là. Vous risquez juste d'en garder un souvenir de plus en plus détestable si vous vous arrêtez pas à temps. Alors qu'il vaudrait mieux juste apprécier ce qu'il y a à prendre, sans insister, être indulgent et lui pardonner certaines choses. On parle quand même d'un jeu de 1998. Le mieux à faire dans ce cas-là, c'est d'aller jouer un peu aux jeux 3D PS1 de la même époque. Ça vous fera relativiser la vie. Moi, c'est ce que je fais quand je vois que je commence à faire germer un peu trop de sentiments négatifs à l'égard d'un jeu rétro. Le gameplay de Banjo-Kazooie est agréable. Ses niveaux, pas trop. Dans Mario 64, la progression est meilleure, mais la lourdeur des déplacements le rend frustrant. En fait, si on pouvait fusionner les deux jeux, les niveaux de Mario 64 avec le gameplay de Banjo, on aurait certainement une expérience plus amusante. Je pense que les jeux 64 étaient très bons pour l'époque et qu'ils ont encore un charme certain. Objectivement, si tu les découvrais avant 2010, ils pouvaient encore tenir la comparaison avec les jeux de l'époque, d'un point de vue level design. Mais depuis 2010, le niveau a tellement monté qu'ils ont pris un sacré coup de vieux dans l'ensemble. Et pourtant leur statut culte, lui, est resté intact. Alors attention quand vous vous engagez dedans, ne vous faites pas avoir par les nostalgiques et les perroquets. Et n'en attendez pas trop. Cette nouvelle formule de vidéo prend beaucoup de temps, vous savez. Alors j'aimerais qu'elle soit vue par un maximum de personnes, comme vous pouvez l'imaginer. Donc je vous serais reconnaissant si vous faisiez les choses habituelles qu'on vous rabâche à chaque fin de vidéo, et qui, vous le savez maintenant, rendent bien service aux créateurs. La prochaine fois, on parlera encore d'un jeu Nintendo 64, mais pas n'importe lequel. Sans doute le plus culte de la machine.